Bonjour et bienvenue pour ce nouveau webinaire CAPEB. Aujourd'hui, nous allons aborder le travail par forte chaleur. Je pense qu'on a bien choisi le thème au regard de la météo de cette semaine et de celle qui arrive. Comme d'habitude, nous allons enregistrer la visio pour vous la mettre à disposition sur YouTube. Nous vous enverrons également le support du webinaire à l'issue de la visio. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans la fenêtre de conversation et nous prendrons vos questions à la fin de l'exposé. Hop, voilà. Et je vais laisser la parole tout de suite à nos intervenants du jour. Bonjour, merci pour votre invitation. Nous sommes ravis aujourd'hui de partager avec vous ce webinaire concernant les fortes chaleurs. Donc, on va vous accompagner pendant une petite demi-heure. On va dérouler le diaporama et puis ensuite nous répondrons à vos questions. Donc, je suis Hélène Méas-Raffin, médecin du travail à la MEBAT, qui est le service de santé au travail du bâtiment à Nantes. Et je suis accompagnée de mon collègue infirmier. Bonjour, Maël Mesmer, infirmier en santé au travail. On va commencer. Alors, durant ce webinaire, on va faire un petit point sur l'aspect réglementaire. On va faire un petit peu de physique en parlant un petit peu de thermodynamique sur le fonctionnement du coup de la chaleur du coup dans notre milieu. Ensuite, comment ça fonctionne dans notre organisme, donc c'est ce qu'on appelle la thermorégulation. Un petit peu de météorologie pour comprendre ce que c'est qu'une canicule et les différents synonymes autour de ça. Un assez gros pavé sur les actions de prévention et ensuite on fera un petit état des lieux, sur ce qui se passe un petit peu autour de chez nous, en dehors de la France. Au niveau réglementation, 2 petits diaporamas qui sont plutôt assez classiques sur le code du travail. Le code du travail du coup reprend, des obligations qui concernent les travailleurs. Les travailleurs, ce sont les salariés, notamment les salariés temporaires, également les stagiaires. En fait, toute personne qui est placée sous l'autorité de l'employeur va être intégrée du coup et pouvoir bénéficier des droits et des sous-droits du coup autour du code du travail. Petite subtilité depuis 2024 sur l'imputation des accidents de travail sur, les salariés, des boîtes d'intérim. À partir du moment qu'on a un accident de travail avec un IPP qui est supérieur à 10 l'entreprise utilisatrice va payer 50 du coup des frais, inhérents du coup à l'accident de travail, à partir des conditions que l'entreprise, est concernée du coup par cette prise en charge financière. Donc en gros, depuis 2024, on considère que la responsabilité, du salarié temporaire, va être partagée, par l'entreprise utilisatrice au même titre que par l'employeur à 50-50. Obligation, c'est plutôt assez connu, de sécurité et de protection du coup des salariés. L'employeur qui est tenu de mettre en œuvre les mesures les principes de prévention généraux, qui sont listés également dans le code du travail que j'ai repris, que je ne vais pas relire du coup aujourd'hui. Il y a un petit article, qui parle, des ambiances thermiques, donc qui commençait déjà à prendre en compte la notion d'obligation autour des températures, positives et négatives. Obligation de matériel de secours adapté, de formation au secourisme et d'organisation des secours, ce qui va également être le cas du coup dans la gestion des fortes chaleurs. Notion de droit de retrait qui va pouvoir être également utilisée, dans ce contexte-là. Et derrière, en termes de jurisprudence, donc la Cour de cassation depuis 2002, demande une obligation de moyens, mais également de résultats, quel que soit le travail de prévention réalisé. C'est-à-dire que juste mettre en place les moyens de prévention sans s'assurer que ça fonctionne, en fait, ne suffit pas, pour dédouaner la responsabilité de l'employeur. Il y a une exonération qui est considérée du coup en 2015, à partir du moment que l'employeur peut démontrer, justifier et prouver qu'il a tout appliqué et qu'il a, réévalué derrière et que malgré tout cette possibilité, malgré tout, il y a eu un accident de travail qui a pu se produire. C'était, chez Air France du coup, où il y a une petite subtilité juridique, qui a été appliquée. Il faut pouvoir démontrer que la prévention était effective et donc appliquée et efficace et que malgré cette efficacité d'application, il y a quand même eu cet accident. De manière un peu plus spécifique autour des fortes chaleurs, et je vais parler du coup de ce qui s'est passé avant le mois de mai 2025 parce qu'il y a un décret qui est sorti depuis. Donc il y avait une obligation que dans les lieux fermés, une obligation de maintenir l'atmosphère propre pour préserver la santé des salariés et d'éviter des élévations exagérées de la température. Pas de notion de température, il n'y a pas de limite maximum, il y a une notion d'élévation exagérée de la température dans les locaux qui n'est pas autorisée. L'employeur doit mettre à disposition des travailleurs de l'eau potable et fraîche pour la partie boisson.
Doit mettre également à disposition un local permettant l'accueil, notamment en cas de survenance de conditions climatiques. À l'origine, c'était plutôt pour la partie intempéries, pluie et froid, mais ça va s'appliquer également sur la partie forte chaleur. Il y a une recommandation de la Caisse nationale d'assurance maladie qui prévoit une évacuation des locaux si une température est au-delà de 34 degrés, donc en intérieur. C'est une recommandation, ça n'a pas la même valeur du coup qu'un article de loi du Code du travail. L'INRS, elle, sur son site internet, recommande de limiter la température des locaux à 28 degrés et dans les bureaux où où il y a un peu moins physique, de ne pas dépasser 30 degrés. Le Code du travail prévoit également que pour les salariés mineurs, il y a une interdiction d'effectuer les travaux les exposant à une température extrême susceptible de nuire à la santé. Donc il y a une petite, un peu moins de tolérance du coup pour les salariés mineurs dans les conditions climatiques extrêmes. Globalement, il y a une obligation du coup de travailler sur les conditions de travail de manière générale et sur l'organisation de travail. Ce sont les 2 axes principaux en fait du code du travail sur, l'aspect prévention. Ce qui, existe également tous les ans, il y a une instruction, en tout cas jusqu'à présent, une instruction interministérielle en fait, qui est poussée par la DGT relative à la gestion des vagues de chaleur, qui, on peut sortir au mois de mai ou au mois de juin. L'année dernière, c'était le 18 juin. Là, en fait, hier, j'ai revérifié, celle de 2025 n'est pas encore sortie, donc je vais présenter celle de 2024 très rapidement. Donc, on part de mettre à jour le document unique, on part d'adapter le travail, on refait un point sur les obligations du Code du travail. À noter que la DRETS, en fait, remonte du coup systématiquement des données autour des conditions climatiques, des accidents de travail du 1er juin au 15 septembre. Il y a des obligations qui sont rappelées dans une fiche Orsec qu'on va présenter un peu plus loin dans le diaporama. Et puis, il parle un peu spécifiquement des consignes en cas de vigilance rouge météorologique avec une obligation de réévaluer le risque, d'aménager les postes, d'envisager l'arrêt des travaux, d'utiliser le dispositif intempérie pour le BTP. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, depuis l'année dernière, il y a une intégration automatique via un décret qui fait que dans les conditions climatiques d'alerte orange ou rouge, le dispositif intempérie est automatique maintenant. Avant, ça passait par un système qui était plus de commission qui validait ou invalidait du coup la reconnaissance d'indemnité. Aujourd'hui, c'est passé automatiquement du coup via ce décret. Pour les personnes qui ne sont pas concernées par le dispositif du coup intempérie du BTP, il y a la possibilité de passer au dispositif partiel et de demander du coup ce dispositif de chômage partiel auprès de la préfecture. Le 27 mai 2025, il y a un décret qui est sorti, avec un arrêté qui est venu appuyer du coup le décret, qui rajoute un nouveau chapitre dans le Code du travail qui s'appelle la prévention des risques liés aux épisodes de chaleur intense. Dedans, notamment, je n'ai pas tout repris, j'ai pris l'essentiel. Il y a une évaluation des risques qui est obligatoire sur les fortes chaleurs, donc intégration dans le document unique, et puis la mise en place également des actions de prévention inhérentes du coup à cette analyse et cette évaluation. Il y a une liste de mesures minimum du coup demandées dans ces conditions-là. Donc ça permet aussi de pouvoir avoir des idées sur comment, qu'est-ce que l'on peut mettre en place sur les chantiers dans les entreprises. Notamment, les locaux maintenus à une température adaptée permettent de se désaltérer et de se rafraîchir. Donc la nuance, se désaltérer, c'est boire, se rafraîchir, c'est faire baisser sa température. Donc il y a cette notion-là de pouvoir mettre à disposition le moyen de faire baisser la température corporelle sur un chantier, notamment. Adaptation de l'organisation de travail, donc on a déjà un petit peu parlé, on va revenir un petit peu dessus un peu plus loin. Des moyens techniques pour réduire le rayonnement solaire. Dedans vont être notamment expliquées la notion d'ombre et la notion de travaux sur les locaux du bâtiment, et de faire en sorte qu'il y ait moins de rayonnement solaire qui est la source principale de chaleur dans ces conditions-là. Donc ça va être travaillé autour du rayonnement par les fenêtres et par les toitures notamment. Choix d'équipement de travail approprié, pareil, on va revenir dessus. Information et formation adéquate des salariés. Ça, c'est essentiel, en fait, d'informer sur les risques et les conséquences, du coup, des fortes chaleurs dans ces conditions-là. Et il parle également d'intégrer l'obligation d'intégrer ce risque-là dans les PPSPS. Donc, il doit y avoir un paragraphe supplémentaire maintenant sur les chantiers qui sont régis par le PPSPS et qu'on va faire, du coup, durant la période plutôt estivale, hein, évidemment. Alors, comment ça fonctionne? Déjà, au niveau température, donc la thermodynamique, il peut y avoir du coup des échanges de température par convection.
La convection, c'est un échange de température par un fluide, donc en fait, on a un déplacement de matière, donc c'est ce qu'on va retrouver assez facilement dans la partie liquide. En fait, le chaud va circuler, on va avoir des mouvements notamment qui vont être un petit peu rotatifs, et donc cette chaleur va circuler de cette manière-là. La conduction, c'est un échange de température entre deux atomes, c'est-à-dire qu'en fait, l'atome va transmettre la température à l'atome qui est en contact juste à côté, et les atomes ne bougent pas, il n'y a pas de mouvement de température. Si on reprend sur la casserole, ça va être la poignée ou la surface extérieure où en fait la température va se diffuser progressivement de proche en proche. Le rayonnement, ça c'est la création de température qui va, selon la source de chaleur, il y a pas de déplacement de matière non plus. C'est vraiment le rayonnement pur en fait et ça c'est ce qu'on va ressentir quand on met les mains devant un feu par exemple. C'est pas l'air qui est chauffé, c'est vraiment le rayonnement qui, transmet du coup cette température. Chaque corps, chaud va produire du coup un rayonnement plus ou moins important et donc notamment le soleil, on nous réchauffe par ce rayonnement. Donc il y a pas de contact physique, ça j'ai dit et dans le sens inverse en fait l'évaporation, donc c'est la déperdition de chaleur de la phase liquide à la phase vapeur. Ça va faire perdre de la température, ce qui va être un élément important sur l'organisme. Petite subtilité au niveau de la température, l'effet Venturi, c'est le principe que en augmentant la vitesse, l'air va réduire sa température sur l'augmentation de la vitesse. Donc un ventilateur, par exemple, dans ces conditions-là, c'est comme ça qu'il fonctionne. En fait, on fait accélérer la vitesse de l'air, ce qui va faire perdre un petit peu de température. On est de l'ordre de 4-5 degrés. Mais par contre, une fois que l'air elle a fini son accélération, elle va reprendre sa température initiale. Donc en fait, le frais ne fonctionne que dans le flux d'air qui est accéléré. On ne peut pas refroidir une pièce avec un ventilateur, on peut refroidir du coup une zone du coup grâce à ça. C'est quelques degrés qui sont abaissés, sont à bien prendre en compte. C'est pas plus on pourra pas baisser plus de 5 degrés. C'est pour ça qu'au-delà d'une certaine température, on dit que le ventilateur est inutile parce que s'il fait 40 degrés qu'on fait baisser du coup à 35 degrés, ça reste du coup un air qui va avoir une sensation chaude du coup pour l'organisme. On a l'impression de brasser de l'air chaud, alors qu'il est plus frais, mais il n'est pas assez frais pour l'organisme en termes de réception. Comment ça se passe du coup en pratique en mettant tout ça du coup sur un chantier? Donc j'en ai parlé tout à l'heure, donc on a la partie radiation du soleil qui vient nous réchauffer. On va avoir une partie aussi où on va être réchauffé par la réflexion, de la radiation solaire sur le sol, qui va du coup rebondir d'une certaine manière sur le sol, qui va pas être aussi intense parce qu'il y a une partie qui va être absorbée du coup par la matière qui va rentrer en dessous, mais il va quand même y avoir une partie qui va remonter. Le sol, il va stocker cette énergie, cette chaleur, donc il va produire lui-même cette propre radiation, donc on va avoir une chaleur qui va provenir également du sol. On peut avoir des bâtiments à côté qui vont pouvoir irradier, mais également c'est en non contact avec, comme ici, donc sur la partie verte, on va toucher éventuellement un mur qui va être chaud, donc on va avoir un effet de conduction, donc on va se réchauffer de cette manière-là. Donc ce petit muret, du coup, il va également produire une radiation. À l'intérieur du corps, il va y avoir des mécanismes de convection, en fait. Donc la chaleur va circuler dans le corps via le sang, qui est vraiment le transporteur principal en fait, de la température. Le corps va également émettre des radiations. Il va y avoir des mécanismes d'évaporation par rapport à la sudation au niveau corporel, mais également au niveau respiratoire. C'est beaucoup plus discret au niveau respiratoire. L'évaporation va être principalement du coup par la voie cutanée. Et dans l'air, on va avoir des mécanismes de convection qui vont varier en fonction de la température de l'air et de l'hygrométrie. Donc voilà globalement ce que ça peut représenter. Et ensuite, Hélène va prendre la suite sur la partie organisme. Alors, comment ça se passe dans le corps humain? L'homme, en fait, a cette capacité d'homéothermie, c'est de maintenir sa température corporelle, on dit aux alentours de 37 degrés, quelle que soit la température extérieure pendant un certain temps. La régulation thermique, on a déjà une variation de température pendant la journée. On suit le cycle circadien. Donc, on a une température qui va commencer à augmenter entre 3 et 5 heures du matin, qui va s'élever un peu tout au long de la journée, mais avec une température centrale idéale au centre de la journée, l'homéothermie. Et puis, elle va augmenter comme ça jusqu'à 16-18 heures. Et à 18 heures, notre température corporelle va commencer à baisser. Et en se refroidissant, le corps humain va un peu mieux vers le sommeil. C'est pour ça qu'on conseille de ne pas faire de sport après 19 heures pour ne pas réaugmenter la température corporelle qui permet un meilleur sommeil. Donc déjà au cours de la journée, il y a ces modifications. Et puis notre température à 37 degrés, elle est inégale aussi au niveau du corps. Au niveau central, on a bien cette homéothermie, mais il peut y avoir des variations de température au niveau de l'enveloppe, au niveau des extrémités. Voilà. Et
pour maintenir cet effort, en fait, quand il y a des échanges passifs, pour maintenir l'homothermie, et quand la température extérieure est un peu trop élevée, on a une capacité de thermolyse, c'est que notre corps il a une capacité d'évacuer de la chaleur pour maintenir cette température corporelle. La thermolyse, elle existe aussi quand on fait un effort actif. Quand on fait un effort, on fournit une puissance musculaire et donc on crée de l'énergie et de la chaleur. Et notre corps, vous l'avez remarqué, quand vous faites du sport, vous vous découvrez parce que vous créez de la chaleur. Donc notre corps, il a cette capacité à évacuer de la chaleur. Donc on a cette capacité de thermolyse active. Et de la même façon, mais c'est moins le sujet aujourd'hui, on a une capacité de thermogénèse, c'est-à-dire une capacité de produire de la chaleur quand l'environnement est plus froid à l'extérieur pour maintenir notre température corporelle. Notre corps est composé à environ 2/3 d'eau, et ça c'est important de le savoir. Le premier organe à se déshydrater, ça va être le cerveau. Et c'est pour ça que quand on commence à avoir un petit peu trop chaud, on commence par avoir mal à la tête, des maux de tête. Si on a perdu à peu près 5% de notre eau dans le corps, on peut avoir ces difficultés neurologiques, donc des maux de tête et des troubles du comportement. Et au-delà de 10% de perte, le pronostic vital peut être engagé. Et on a cette capacité, notre corps a cette capacité d'acclimatation. On le sait, quand tout doucement, on a des chaleurs qui augmentent, notre corps s'habitue à cette augmentation de chaleur et on est beaucoup moins impacté par l'augmentation des températures. Mais lorsqu'on a des températures qui varient, et ce qu'on connaît depuis quelques années, avec un temps pluvieux comme on a eu la semaine dernière, et puis tout d'un coup, une journée à 30 degrés, eh bien notre corps n'a pas eu cette capacité à s'adapter, à s'acclimater, donc il doit fournir un effort beaucoup plus important pour effectuer sa thermolyse. Alors que si les températures augmentent progressivement, notre corps peut optimiser cette capacité d'adaptation et maintenir sa température corporelle sans fournir trop d'efforts. Donc on va voir aussi qu'il y a des facteurs individuels qui varient, qui sont des facteurs de risque à avoir et qui fonctionnent moins bien, qu'il y a moins cette capacité à s'adapter, c'est notamment la grossesse. Déjà pendant la grossesse, le corps de la femme fournit un effort important et donc elle aura, on l'a vu en fin de grossesse, souvent les femmes ont des difficultés à tolérer cette grossesse pendant l'été, avec des maux plus importants. Il y a aussi l'âge, donc les bébés, ils ont plus de mal à s'adapter aux fortes chaleurs et ils vont se déshydrater beaucoup plus tôt et c'est beaucoup plus vite. C'est pour ça qu'on ne laisse pas un enfant enfermé dans une voiture en pleine chaleur. Ça peut aller très très vite. Et les personnes âgées de plus de 55, on dit 55-65 ans, ont une moindre capacité, elles ressentent moins la chaleur et moins la soif. Donc il faut aussi être vigilant. On l'a vu pendant les périodes de canicule, on incitait les personnes âgées à boire même si elles n'avaient pas soif. Et puis il y a une moindre capacité à réguler la température. Il y a des pathologies, donc des pathologies cardiovasculaires, où là, pour faire la thermolyse, le corps, on le verra un peu plus tard, le corps fournit un effort particulier. Et donc, si vous avez déjà une pathologie cardiovasculaire, vous êtes plus à risque de complications. Et puis, il y a d'autres maladies, comme les maladies psychiatriques, neurologiques, qui, de par les traitements qui sont pris, les médicaments, peuvent influer aussi sur la capacité à réguler cette homéothermie. Voilà, et à évacuer la chaleur. Et des maladies comme le diabète aussi, qui sont des facteurs de susceptibilité. Donc, vous ne connaîtrez pas forcément les pathologies des salariés de vos entreprises, mais si vous en avez conscience, voilà, vous pouvez savoir que ce sont des salariés un peu plus à risque et à surveiller, particulièrement en cas de forte chaleur. Et puis enfin, il y a l'alcool, qui est un facteur de déshydratation. Alors souvent, on entend dire les salariés qui aiment bien boire une bière pour se désaltérer. L'alcool, en fait, entraîne une déshydratation. Et on l'a vu, la perte d'eau est un des facteurs. Si on perd trop d'eau, ça complique cette capacité à réguler la chaleur. La déshydratation, elle est majorée par l'alcool.
On avance dans le diaporama. Donc, les conséquences médicales de ces fortes chaleurs. Au niveau cardiaque, en fait, ce qui se passe, c'est que pour évacuer la chaleur, donc notamment à travers la sueur, notre cœur va battre plus vite et surtout les vaisseaux vont se réguler et vont augmenter de volume pour permettre plus d'échanges. C'est pour ça qu'on peut avoir les mains rouges, le visage un peu plus rouge. C'est dû à cette vasodilatation pour favoriser les échanges cutanés avec la transpiration et puis la régulation de la chaleur à travers ça. Il y a aussi la sudation, donc la perte d'eau. Et comme on perd plus d'eau avec la chaleur, on se déshydrate, ce qui peut avoir des conséquences au niveau cardiaque et rénal. Et dans les vaisseaux, si vraiment on est dans une déshydratation importante, le sang va s'épaissir et peut entraîner plus de risques de caillots au niveau du cœur ou au niveau du cerveau. Et la perte de sels minéraux, on ne perd pas que de l'eau, on perd des sels minéraux. Donc là aussi, l'organisme va avoir une moindre capacité de régulation. Donc c'est important quand on se réhydrate de boire de l'eau, mais aussi de ne pas sauter de repas et de manger quand même, de faire une petite collation. On a moins faim quand il fait chaud, mais c'est important de ne pas sauter les repas pour apporter aussi l'eau et les sels minéraux. Et c'est pour ça que, par exemple, pour les bébés, on a des solutés de réhydratation pour ne pas apporter que de l'eau. C'est pour rétablir l'équilibre de l'organisme parce que la perte de sels minéraux peut entraîner aussi des pertes de potassium qui peut avoir une conséquence importante au niveau cardiaque. On peut avoir des œdèmes. Donc là, c'est un signe de coup de chaleur lorsque, par la vasodilatation, en fait, on va avoir les extrémités qui vont gonfler. Donc, on va avoir des chevilles, des pieds gonflés ou des mains gonflées. Donc ça, c'est un signe à surveiller. Une hypotension donc, qui survient. Là, c'est une conséquence cardiaque. Des crampes de chaleur. Une insolation. Donc là, on a tout, c'est quand les capacités quand il y a un dérèglement du mécanisme de thermorégulation, quand nos capacités ont été un petit peu dépassées, on commence à avoir une augmentation de la température interne, au-dessus de 38 degrés. On peut avoir des coups de soleil, un étourdissement, une fatigue intense. La fatigue est un signe, des nausées et des douleurs musculaires. Et puis si ces capacités, elles sont encore dépassées, et qu'on reste dans un environnement de forte chaleur, on peut aller jusqu'au coup de chaleur. Donc là, on a une défaillance totale de la thermorégulation par déshydratation. Donc ça, c'est vraiment à surveiller puisque le coup de chaleur peut être mortel. Donc là, on a une surchauffe du corps avec une température qui a dépassé 40 degrés, une fièvre élevée. Les signes que vous pouvez repérer, c'est un visage rouge, la peau qui est sèche pour le coup, parce que il n'y a plus de sueur, la personne est déshydratée, des œdèmes des extrémités, des maux de tête, et ça peut aller jusqu'à des troubles de la conscience, et une forte sensation de soif et des nausées, vomissements. Et il faut savoir que après un coup de chaleur, on a une augmentation de la mortalité. Je ne me rappelle plus de quel ordre, Maëlle. 25 à 50% Ouais, 25 à 50% de mortalité. sur le coup de chaleur. Pour compléter, deux petites choses, insolation et coup de chaleur, on est sur deux mécanismes liés aux fortes chaleurs qui ont deux origines un petit peu différentes, qui peuvent se mettre en concurrence ensemble. Enfin, il y en a bien un, c'est le dérèglement du système cérébral, et l'autre, c'est vraiment la perte d'eau. Donc vraiment des enjeux qui vont être un petit peu différents. Et tout en bas à droite, un petit symbole du coup que j'avais rajouté. Ces deux trains, il y en a un qui est derrière l'autre. En fait, c'est là où il faut avoir une grosse vigilance, c'est que on peut avoir des signes d'un coup de chaleur, mais il peut y avoir aussi d'autres pathologies derrière qui vont se dégrader et que c'est pas de tout cibler en se disant c'est forcément ça ou c'est forcément autre chose. Mais juste ça, c'est pour avoir de la compréhension, c'est pas pour faire du diagnostic. L'idée, ça va être de lister, de comprendre un petit peu quels sont les enjeux, mais de ne pas aller trop vite en besogne et se dire c'est forcément un coup de chaleur qu'il est en train de faire et de traiter comme tel sans prendre en compte l'ensemble des étapes derrière sur la prise en charge dont on va revenir tout juste après. Au niveau météorologie, une petite diapo pour comprendre de quoi on parle. En termes de vigilance jaune, donc on a deux phases. On va avoir le pic de chaleur, donc en fait c'est une chaleur intense et de courte durée, ça ne dépassera pas 2 jours.
L'épisode persistant de chaleur, c'est à peu près la même chose, mais qui va durer au-delà de 3 jours. La canicule, on va être sur une période de chaleur intense pendant 3 jours et 3 nuits consécutives. Donc c'est la même chose que l'épisode persistant de chaleur, mais sur lequel en fait la nuit, la température ne va pas baisser. Et la canicule extrême, on est en vigilance rouge. La canicule extrême, c'est pas Météo France qui va la mettre en œuvre, ce sont les autorités sanitaires en fait, qui vont prendre en compte le fait qu'on peut avoir des dégradations fortes d'un point de vue sociétal, que ce soit sur la santé publique, que ce soit sur de l'industriel, de l'économique, et c'est eux qui vont décider parce que ça va avoir des conséquences assez importantes sur les obligations, notamment des employeurs. Donc là, c'est vraiment le préfet qui déclenche l'alerte rouge. La notion de chaleur, en fait, sur l'ensemble, à partir du pic de chaleur jusqu'à la canicule, vont dépendre en fait de ce qui s'appelle des IBM. En fait, ce sont des indices de météorologiques qui sont départementaux. Et donc, en fait, on n'a pas les mêmes valeurs d'un département à un autre parce que c'est des moyennes du coup qui sont attendues. Donc forcément, la moyenne dans l'ouest de la France va être un peu plus basse que dans le sud de la France. Donc on ne va pas avoir les mêmes déclenchements à température égale si on est à Nantes ou si on est à Marseille. Les paramètres globaux qu'il faut pouvoir prendre en compte quand on veut traiter des fortes chaleurs, il va y en avoir trois. Il va y avoir la température de l'air sèche. C'est ce qu'on mesure classiquement avec un thermomètre à l'ombre. La notion d'hygrométrie, on va revenir sur cette spécificité-là un peu plus tard. En fonction d'humidité, en fait, la gestion en fait, de la température, notamment pour l'organisme, va pas être la même, et que c'est pour ça qu'on parle de température ressentie, ça va dépendre de cette hygrométrie. Et donc l'autre marqueur qui va être, de mon point de vue, le plus important, ça va être ceux d'alerte météorologique, de savoir si on est en alerte jaune, en alerte orange ou en alerte rouge, qui vont être les premiers moyens et les premiers déclencheurs du coup d'action sur le milieu de travail. On va passer à la prévention, donc on va faire de la prévention primaire, secondaire et tertiaire à différents niveaux, avec un objectif qui va être de réduire l'exposition aux fortes chaleurs, de réduire la production de chaleur en fonction des activités de chantier, de chercher à favoriser l'évacuation de la chaleur par évaporation et sudation, de chercher à compenser les pertes hydriques par l'hydratation, d'organiser les secours le cas échéant. Hop, d'un point de vue organisationnel, donc l'idée, ça va être de travailler sur des procédures spécifiques. En fait, ça va être d'écrire du coup des conditions, de se dire que par exemple, en alerte vigilance jaune pour telle activité, dans un atelier ou sur un chantier ou dans un bureau, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place? Ça peut être par exemple des aménagements des horaires de travail, ça peut être de commencer un peu plus tôt pour pouvoir terminer un peu plus tôt et d'éviter les expositions en début d'après-midi qui sont en général les plus intenses. De chercher à mécaniser au maximum du coup les manutentions, même sur des manutentions qu'on pourrait considérer comme étant légères dans des conditions classiques, dans les conditions de surcharge de température, tel que ça a été décrit par Hélène. On va avoir de la chaleur qui va être créée, qui va avoir des difficultés à être évacuée, même sur la manutention légère. Donc ne pas hésiter à mécaniser ce qu'on peut mécaniser. Adapter les rythmes de travail, par exemple sur, des brancheurs, si on a l'habitude de faire 10 mètres par jour sur cette équipe-là, ce sera peut-être de se dire: «On va faire que 8». Du coup, un objectif, on va ralentir un petit peu et accepter le fait qu'on aura moins de productivité. Gestion des phases de repos, puis il va faire chaud, puis il va falloir en faire. S'hydrater, c'est très bien. Par contre, il faut fractionner du coup l'hydratation et profiter des moments où on va pouvoir se mettre du coup, à l'abri dans les zones fraîches. Garantir une hydratation qui soit à disposition. Si je reprends par exemple sur de grosses œuvres, si on est au 14e ou d'ailleurs, si on est au 14e étage et que l'eau est sur la base vie, ça fait un petit peu loin pour aller récupérer son eau. Il faut pouvoir la mettre à disposition à proximité. La prise en compte de la phase d'acclimatation, ça va être important. On en a parlé, Hélène en a parlé un petit peu à côté. C'est pas les mêmes conditions, les mêmes enjeux quand on n'est pas acclimaté que quand les températures, ça fait un mois du coup qu'elles sont présentes. On peut avoir du coup quelque chose qui peut être partiellement régressif du coup dans le protocole qui aura été écrit pour se dire voilà, si on est en alerte jaune depuis une semaine, parce que ça varie un petit peu, on peut peut-être considérer que c'est un peu plus acceptable et qu'on peut reprendre une activité un peu plus proche de la normale. Extrêmement important de sensibiliser les salariés, notamment sur les quarts d'heure de sécurité, d'autant plus sur les vigilances orange ou rouge, pour rappeler du coup les procédures adaptées et les signes du coup de chaleur qui sont extrêmement importantes à connaître du coup par tout à chacun.
Et dernière chose, on essaie de travailler sur, le travailleur isolé, d'avoir des actions autour du travailleur isolé. Ça va être de limiter au maximum. Si on ne peut pas limiter, de voir quels sont les moyens du coup de prévention pour, garantir sa sécurité. Donc ça va être de l'appeler plus souvent. S'il y a une tâche sur un chantier, par exemple, de garantir que la personne qui va travailler de son côté, parce qu'elle sait qu'elle a une tâche qui va être un peu plus loin pendant 30 minutes, ben, qu'elle prévienne du coup son responsable ou son chef, du coup, pour dire: «J'ai 30 minutes, je vais aller faire là-bas», et que la personne du coup qui reçoit cette information, puisse surveiller un petit peu le temps, puisse se dire au bout de 40 minutes s'il n'a pas revu, c'est il peut peut-être y avoir un souci, qu'il faut aller voir du coup un petit peu ce qu'il en est. Et ensuite, protocole de prise en charge d'un salarié faisant un malaise, c'est, que ce soit écrit pour que ce soit facile, notamment sur la partie quart d'heure de sécurité, de se dire: «OK, il y a quelqu'un, il fait un malaise, il fait chaud, qu'est-ce que je fais?» Pour pouvoir se référer facilement sur le chantier. Et on n'hésite pas à consulter régulièrement, la carte de vigilance de Météo France, notamment autour de la canicule. D'un point de vue technique, qu'est-ce qu'on peut réaliser? On peut ventiler les locaux, notamment la nuit, si les locaux le permettent. Après, il y a des enjeux de sécurité, j'en ai bien conscience. Par contre, ventiler, profiter que les fenêtres soient ouvertes la nuit pour rafraîchir, permettre que le matin, du coup, l'air frais se soit engouffré et a pu évacuer, du coup, la chaleur du bâtiment, va être un plus. Heu, Option de réduction d'absorption de la chaleur des locaux, donc ça va être travailler sur l'isolation, donc là on est clairement sur du long terme. Pareil sur la partie rayonnement, ou peut-être plus sur du moyen long terme. De travailler autour des fenêtres, donc on peut y mettre du coup des écrans, des films en fait, pour limiter, la radiation, de passer au travers des fenêtres. En fait, c'est des vitres teintées, hein, qu'on peut avoir sur les véhicules. Système de pare-soleil, donc ce sont des dispositifs qui se mettent au-dessus des fenêtres qui permettent de réduire du coup l'ensoleillement qui va rentrer et va mettre de la chaleur du coup par cette irradiation. Travailler sur la partie toit, pour réduire du coup, le passage de la chaleur extérieure en passant par la couverture qui est, une porte d'entrée, principale. Et alors il existe des dispositifs de peinture qui permettent de réduire, donc ce sont des peintures blanches un peu spécifiques, de réduire un petit peu la température. Il y a une efficacité qui est réelle, mais qui est jamais aussi importante que l'efficacité commerciale, proposée. Les panneaux photovoltaïques vont être une bonne solution en s'installant par-dessus, des toits, parce que la chaleur du coup, notamment de la radiation du soleil, va chauffer les panneaux, mais ne va pas chauffer la couverture qui va être en dessous, donc on va réduire une grosse partie du coup de la chaleur sur le toit. Et les toits végétalisés peuvent également être une très bonne solution pour absorber la chaleur, parce qu'on a une masse du coup qui va être très importante et la chaleur va rester du coup coincée un petit peu sur cette toiture végétalisée. Bien entendu, toiture végétalisée, et panneaux photovoltaïques, il va falloir prendre en compte la notion de structure et la notion de poids, surtout sur la partie toit végétalisé. La brumisation va être très intéressante, que ce soit en individuel ou en collectif. Il peut y avoir des systèmes qui peuvent être mis en place. Sur la partie collective, il faut être, quand même attentif sur le dispositif que l'on va choisir, notamment sur la partie entretien pour éviter des développements bactériens comme la légionelle. Si on est trop en intérieur, il faut que ce soit ventilé pour ne pas trop faire monter l'hygrométrie. Donc il y a l'équilibre à avoir du coup des systèmes de brumisation. Réguler les sources de chaleur, on en a parlé juste un petit peu avant. En fait, c'est de se dire, qu'est-ce qui produit de la chaleur? Ce qui produit de la chaleur aujourd'hui, il va y avoir l'éclairage. L'informatique n'est pas négligeable, on a des baies de brasage du coup, informatique, tout ce qui est, solutions, de réseau informatique vont produire de la chaleur. Donc la localisation va être importante du coup de ne pas la mettre quelqu'un à travailler à proximité. Des chariots élévateurs qu'on peut être amené à utiliser, il peut y avoir un intérêt, sur la partie mécanisation, mais il y a aussi, le développement de la chaleur. C'est pas forcément des choses qui sont très simples non plus de réguler les sources de chaleur. Ça va être également d'un point de vue technique de travailler sur les EPI. Alors il y a plein de choses qui commencent à se développer, au niveau des EPI. Il va y avoir des vêtements techniques, qui vont permettre de réduire du coup, la chaleur, de favoriser l'évaporation. On a du coup sur le petit bonhomme les manchons bleus qui disposent en fait sont des manchettes rafraîchissantes qui ont une capacité, en étant humidifiées, de favoriser l'évaporation. On a une efficacité qui est, dite de la part des constructeurs de 2 à 4 heures. Intérêt secondaire, on va revenir un peu plus tard là-dessus, c'est la partie UV. On va avoir des casques, hein, qui peuvent être traités du coup sur l'aspect chaleur. Il peut y avoir des dispositifs qui se mettent dans le casque pour, réduire la température. Il peut y avoir des espèces de bavettes à l'arrière ou, des sahariennes du coup qui sont là pour protéger, au niveau de la nuque, qui peuvent avoir des dispositifs de rafraîchissement actifs également. Heu, voilà globalement sur les EPI qu'on peut avoir. Donc, les actions de prévention sont aussi individuelles, avec notamment l'adaptation du travail. Donc, régler. Ensuite, Ah, il y a une petite vidéo qui s'est lancée. De toute façon, je crois c'est bon. qu'on va pas avoir le temps.
de lancer les vidéos. Ok. Mm. Donc, adapter le travail. Mon collègue vous a parlé de l'adaptation des horaires de travail, mais adaptation du rythme de travail et puis des efforts fournis. Donc, plus il fait chaud, moins l'activité physique doit être intense, puisque l'activité physique crée de la chaleur également. S'hydrater régulièrement, ça peut aller jusqu'à 3 litres par jour. Donc, bien mettre à disposition la quantité d'eau nécessaire à la fois pour s'hydrater et aussi se rafraîchir. Ça, c'est important. Maintenir la pause déjeuner, ça je vous en ai parlé tout à l'heure. Réaliser des pauses fréquentes au frais et à l'ombre. Se surveiller sans surestimer ses capacités. Donc, se surveiller et surveiller ses collègues aussi. Si vous avez quelqu'un qui fait qui ne se sent pas bien, des maux de tête, des troubles du comportement, donc effectivement, le mettre à l'ombre, l'hydrater, s'il n'y a pas de trouble de la conscience, hein, s'il est capable de boire de l'eau, et puis surtout le surveiller. Ne pas laisser quelqu'un sans surveillance, parce que l'état neurologique peut s'enfoncer. Voilà. Face à un malaise, qu'est-ce qu'on fait? Les actions du coup à mettre en œuvre. On essaie de mettre la personne au repos, à l'ombre et au frais, accessible au secours selon l'état du salarié. Donc globalement, notamment, je vais revenir sur les étages. Les étages, c'est pas un endroit idéal. Si la personne peut encore marcher un petit peu, vous sentez que ça peut se faire en sécurité, on essaie de descendre les étages. On essaie de pas se mettre dans un petit local qui est renfermé, sur lequel la brancard ne va pas pouvoir entrer. En fait, c'est d'avoir cette réflexion de se dire comment est-ce qu'on est accessible et trouvable. On essaie de rafraîchir la personne. Du coup, on peut utiliser des systèmes de brumisation individuels. On peut utiliser des gilets rafraîchissants, j'en reviendrai dessus un peu plus tard, ou des serviettes rafraîchissantes. Réhydrater. Globalement, il y a la règle générale en fait, de prise en charge des premiers secours en préhospitalier, c'est de ne pas donner de l'eau à un blessé ou à un malade. Il y a une exception, c'est celle-là. Quelqu'un qui fait un malaise alors qu'il fait chaud, de prime abord, on va considérer que c'est potentiellement un coup de chaleur et que réhydrater sera une bonne solution du coup pour gagner quelques minutes de plus du coup en termes de potentiel survie pour la victime. Ensuite, ce qui va être encore plus important, ça va être d'appeler les secours. On appelle le 15. Autant sur quelqu'un qui est blessé, on peut passer par les pompiers, c'est très bien. Là, il faut passer par le 15. Il faut vraiment avoir un soutien médical et qui ne doit pas attendre. On ne met pas la personne au repos et on se dit on voit ce que ça donne dans une demi-heure. La personne, elle est mise au repos, elle est prise en charge. On appelle le 15 parce qu'il faut le temps d'être régulé par le premier niveau et ensuite d'avoir le médecin régulateur et ensuite pour pouvoir déclencher les secours. Et pendant tout ce temps-là, jusqu'à l'arrivée des secours, on surveille. On ne laisse pas la personne du coup toute seule qui dit ça va mieux, c'est bon. Non, non, ça va pas mieux tant que les secours ne sont pas arrivés. On a des exemples notamment récents l'année dernière sur une alerte un peu tardive et une surveillance qui a manqué. En bas à droite, donc c'est l'exemple du coup des serviettes rafraîchissantes. Ça fonctionne comme le dispositif en fait des manchettes. Il suffit de les mouiller et de laisser du coup poser et ça permet de favoriser un mécanisme d'évaporation qui n'est pas la sudation et qui va capter la chaleur du corps pour l'évacuer. Hop. Je vais passer extrêmement vite donc, sur cette fameuse fiche. L'idée, c'est surtout que vous l'ayez à disposition sur le diaporama au final, ce que dit le plan Orsec sur la partie employeur, sur les obligations qu'il peut y avoir, en plus du coup de toutes celles qu'on devra citer, qui sont assez redondantes en réalité. Par ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Par ailleurs, on va beaucoup parler du WBGT. Donc, c'est un ABAC qui a été créé à l'origine par des Marines américains, qui a été repris ensuite un petit peu partout, notamment dans le milieu sportif. Donc là, vous avez 2 ABAC qui ont été pris en considération en fonction des conditions d'irradiation, d'activité sportive, et de se dire que quand on est dans le vert, ça passe, dans le jaune, c'est compliqué, dans le rouge, c'est dangereux, dans le noir, on arrête l'activité sportive en fonction de ce qui va être recommandé. On va avoir des tableaux de correction qui vont exister parce qu'en fonction de la façon dont on va utiliser ces abacs, il va y avoir des choses à prendre en compte en fonction des tenues de travail. Typiquement, un désamianteur va avoir une grosse tenue de travail et que ça va prendre en compte qu'on va avoir des indices de correction qui vont se dire que finalement, c'est plus 35, mais c'est 32, par exemple, et ainsi de suite. Dans le milieu du sport, la FIFA, par exemple, elle va reparler de la WBGT, notamment on va mettre des actions en fonction du WBGT qui va intégrer entre 22 et 32, qui va obliger et justifier du coup des pauses supplémentaires sur un match. Et que si on est à la date de 32, on peut considérer qu'il peut y avoir un report de l'entraînement ou un report du match. L'Union cycliste internationale a mis en place aussi des recommandations à partir de 18 degrés. Ils commencent déjà du coup à mettre en place des systèmes en fait, pour limiter les effets du coup de chaleur. Sachant qu'à partir de 28, il va y avoir une intégration de possibilités de modification des horaires de départ, de neutralisation d'une partie de tronçon en fonction des zones à risque qui ne sont pas assez ombrageuses, voire d'annulation de l'étape ou d'une course.
En bas à droite, vous avez des dispositifs rafraîchissants qui vont être utilisés dans le sport, soit en phase active de sport, soit en phase préparatoire, donc avant ou en phase de récupération, pour chercher à diminuer activement la température par des packs de froid qui vont être également utilisés dans certaines entreprises de plus en plus sur chantier, dans les travaux extérieurs. Le CIO également va prendre en compte du coup cette possibilité-là de chercher à adapter du coup l'activité sportive en fonction des conditions de température. Ils vont intégrer également, mais il n'y a pas que la notion de la gestion de gaz pilé, en fait, de boire de l'eau très froide du coup pour essayer d'absorber cette chaleur du coup. Et ça, vous n'allez pas le faire sur le chantier, mais des immersions en eau froide qui va être fait notamment après les activités sportives pour chercher à baisser du coup la température assez rapidement. Ils vont parler d'adapter la tenue, la même chose que nous on en a parlé, et puis de reprogrammer les épreuves, même principe qu'en fait adapter les horaires de travail. L'OPPBTP va reprendre du coup les critères du WBGT également dans ses recommandations, en proposant notamment en fonction d'activités professionnelles, en fonction des températures que l'on va pouvoir relever en WBGT. Donc, encore une fois, hein, c'est vraiment l'association entre température et hygrométrie, de pouvoir se dire quel est le temps de travail effectif qui est potentiel, que par exemple sur une activité lourde, à partir du moment qu'on dépasse les 29 degrés, et ben, il va y avoir une activité de temps de travail qui ne va pas dépasser 50%. Il faut accepter que 50% du temps soit du temps de repos. Pareil, ils ont des seuils de correction en fonction des tenues de travail que l'on va avoir et des conditions de travail. Au Québec, il n'y a pas trop de WBGT. Par contre, il va y avoir des recommandations en fonction d'activité sur des niveaux d'hydratation. Par exemple, à noter qu'en fonction, quand la température commence à être un petit peu élevée, ils proposent de boire un grand verre toutes les 20 minutes. C'est vraiment extrêmement fréquent. Et si on est au-delà des 40 degrés, ça va être un verre toutes les 10 minutes. Donc, vraiment importance de fractionner les prises. En Belgique, on va reparler encore une fois du WBGT. Ça, c'est l'équivalent d'INRS qui va le reprendre, avec des limitations de température à ne pas dépasser. Sur les travaux moyennement lourds, on ne va pas dépasser les 26 en WBGT, selon les recommandations belges. En Suisse, le code du travail reprend également avec un ABAC qui n'est pas forcément très clair, mais qui permet d'identifier qu'en fonction de la charge physique, donc 100 watts, c'est léger, en 200 moyen et 300 c'est lourd. Là, j'ai repris ce qui se passait au Mexique. J'ai pris une photo du coup dans un journal mexicain. Comment ils sont équipés, du coup, ces salariés du bâtiment? Eh ben, ils sont équipés avec des casquettes, ou des casques du coup qui ressemblent à des casquettes. Ils vont se protéger la nuque. Ils vont travailler sur des manches longues ou avoir des manchettes du coup qui vont utiliser de la même manière pour se protéger des fortes chaleurs et s'hydrater. Les autres risques associés à prendre en compte, le risque incendie qui va être beaucoup plus intense par les fortes chaleurs. Les choses sont beaucoup plus sèches, que ce soit les déchets ou que ce soit la végétation. Donc attention à l'utilisation et à la fabrication d'étincelles ou de chalumeaux. Les batteries au lithium n'aiment pas les fortes chaleurs, elles peuvent avoir des dysfonctionnements et s'enflammer, ce qui n'est pas forcément de bonnes conditions non plus, du coup, quand il fait chaud, d'avoir un système d'inflammation sur des batteries qui sont difficiles à éteindre. Le risque chimique est à prendre en compte. Vous avez une volatilité des solvants. Là, je vous réfère du coup aux fiches de données de sécurité qui intègrent du coup les notions de points éclairs. Les points éclairs des produits, en fait, c'est à partir de ce moment-là qu'il va y avoir une volatilité. Donc, les solvants vont pouvoir se développer beaucoup plus. Donc, on a plus d'émanation et d'exposition à ces solvants dans ces conditions-là. Et puis, si on a une émanation du coup d'un solvant qui est potentiellement inflammable, on va rajouter du coup un risque supplémentaire. Et enfin, on va voir les ultraviolets. Les ultraviolets, c'est le premier cancérogène au travail. Première exposition cancérogène au travail, c'est les ultraviolets, c'est l'exposition solaire. Donc ça à prendre en compte. Si on travaille sur les fortes chaleurs, globalement, on a une grosse partie des actions qui va être prise en compte sur la partie EPI, qui va également protéger sur les UV. C'est-à-dire que travailler sur des tenues pour qu'elles soient bien portées, que les gens ne se mettent pas torse nu, ça va protéger des UV. Porter une casquette ou un casque, ça va protéger des UV. Avoir des lunettes du coup teintées anti-UV, ça va protéger du coup des UV. Donc voilà, il y a des dispositifs, mais il ne faut pas garder juste la notion de chaleur, sachant que les UV ne sont pas corrélés à la chaleur. C'est pas parce qu'il ne fait pas chaud qu'il n'y a pas d'UV. Et en synthèse, On n'entend pas, le micro est coupé là. le micro est coupé. Excusez-moi. Donc, il faut anticiper dès la fin de l'hiver. N'hésitez pas à anticiper, à discuter avec vos salariés, écrire vos protocoles spécifiques et inclure ce risque dans le document unique d'évaluation des risques. Maintenant que vous savez tout, vous pouvez le faire.
agir sur l'organisationnel, donc l'organisation des chantiers, les conditions de travail, informer et sensibiliser les salariés, donc notamment sur la façon de s'hydrater, de faire des pauses et de surveiller les collègues. C'est très important. Surveiller les températures, les seuils et s'adapter, donc adapter votre activité. Vraiment, c'est au jour le jour. N'hésitez pas à adapter les choses. Et puis, faire le bilan a posteriori. Et puis, là, vous l'avez compris, nous sommes à votre écoute et à vos côtés pour vous aider à faire cette évaluation du risque et à mettre en place les actions nécessaires dans vos entreprises. Voilà, merci de votre écoute. Voilà. Merci. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Merci. Désolé pour la gestion du temps. On avait plein de choses à vous dire aujourd'hui. Merci à vous. Je vais arrêter l'enregistrement vidéo et puis on va passer aux questions tout de suite.